Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief sur ce qui se passe en Iran et notamment avec les nouveaux événements comme la mort de Khomeini, la riposte iranienne et les attaques de plus en plus profondes par Israël et les États-Unis. Et également on va tirer les premiers enseignements de ce conflit. Donc ça commence tout de suite. Donc tout d'abord, on peut comprendre avec ce conflit, c'est la réaction de Trump en situation de tension et notamment avec ses tweets. Par exemple, le tweet provenant de la Maison Blanche, donc quand même une haute instance mondiale, et on voit déjà la forme avec des majuscules, c'est du n'importe quoi pour un président, on va se l'accorder, et notamment sur le vocabulaire qui est employé, qui est d'un bas niveau pour un président, mais bon, ça on en passera, et c'est justement c'est le contenu après qu'il faut regarder, c'est l'Iran va être frappé très fort aujourd'hui, vraiment très fort, etc. C'est ce qu'il dit dans son message. Je vous laisse regarder. Harder than they ever hit before, etc. Donc, on peut comprendre que Trump, ici, est irresponsable de me faire une menace, brandir une menace. On dirait qu'il est à la cour de récréation, pour être honnête. Et c'est quand même assez choquant pour un président. Et donc, le premier enseignement qu'on peut avoir de ce conflit, c'est que Trump peut être irresponsable. C'est certes, on l'avait avec des événements comme le Groenland, etc. Mais là, on a un danger, c'est Trump. Et notamment, je l'annonce, c'est sur les potentiels conflits avec la Chine, en mer de Chine justement. Car Trump, ici, avec tous les risques qu'il y avait en déclenchant cette escalade iranienne dont on va parler ensuite, l'a quand même déclenché et s'en réjouit et n'est pas conscient des risques. Donc on peut craindre cela en mer de Chine avec tous les dangers qu'il y a dans cette mer entre les tensions avec la Chine et les États-Unis. Donc une escalade nucléaire est potentielle entre ces deux pays car Trump ne reculera pas. On comprend qu'il défend l'Empire américain et cela est... L'Empire américain, je m'entends, la première position mondiale des États-Unis dans le pouvoir, hein, c'est-à-dire pouvoir économique, militaire, d'influence. Et donc Trump, là c'est assez dangereux comment il a réagi. C'est vraiment une des leçons que j'ai tirées de ce conflit en Iran. De plus, une autre leçon, c'est notre place, donc la place des Européens. Donc, par exemple, on peut retrouver le tweet de LCI qui révèle les déclarations d'Emmanuel Macron, la France n'a ni été prévenue ni impliquée. Donc ça, c'est pour tous les pays européens, c'est pas que pour la France. Donc la France, une puissance nucléaire dont on est quand même un membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, on n'a même pas été prévenu et impliqué dans cette opération. Donc ça montre quand même qu'on a vraiment un poids très faible géopolitique mondiale maintenant, et donc c'est assez inquiétant pour l'avenir. Ça, c'était juste une petite aparté. Maintenant, on va revenir sur le fait assez impressionnant qui a eu lieu, c'est la mort de Khomeini et de nombreux dirigeants du régime militaire, comme le ministre de la Défense iranien, etc. Et donc, par exemple, on a ce tweet où la personne dit que tout le monde dans cette vidéo est mort. He's dead. Donc, notamment Khomeini, c'est ça le personnage central. Et quels sont les impacts de sa mort? Donc, déjà, c'est le risque qu'on a tout d'abord, c'est de guerre civile. En effet, vous allez bien comprendre pourquoi. Car tout d'abord, regardez ce qu'il y a sur la place de Téhéran, une place célèbre de Téhéran. Donc, les Iraniens appellent à la vengeance après la mort de Khomeini. Donc, on a un gros soutien quand même populaire pour Khomeini. Je n'ai pas montré les vidéos, mais il y a également des vidéos qui circulent où on montre des personnes en Iran qui célèbrent la mort de Khomeini. Donc, il y en a qui appellent à la vengeance et d'autres qui la célèbrent, sa mort. Donc, c'est très dangereux. Cette élimination de Khomeini, c'est justement le risque de basculement dans la guerre civile. Donc ça, c'est vraiment un risque important dans la population. Cependant, je voudrais atténuer ce risque-là, car après la mort de Khomeini, vous allez voir un tweet intéressant, c'est l'organisation du régime iranien. Donc, après ce dimanche 1er mars,
après la mort du président, la mort du guide suprême pour les Iraniens. Donc on a vraiment une transition. Les procédures sont en cours en Iran pour justement empêcher ce risque de guerre civile et assurer une continuité de l'État. Donc c'est quand même atténuer ce risque de guerre civile car l'État iranien est tout de même bien structuré et donc il y a quand même un risque atténué. Donc il va y avoir sûrement un successeur au régime de Khomeini. Et j'en viens maintenant à le but de l'opération de Trump et de Netanyahou. Quel est maintenant le but? Le but affiché d'après ma première vidéo, donc je reviens sur le tweet de Trump, c'était bien entendu de changer de régime. Hein. C'était voilà, prenez le contrôle du gouvernement, changer le régime. Il encourageait les Iraniens à prendre le contrôle du gouvernement après les frappes. Et donc, après la mort de Khomeini, quel est le but maintenant de l'opération? C'est ça qu'on peut se demander. Est-ce que ça va rester là? Car on a vu que le régime était en train de se reconstruire avec des successeurs qui sont justement cités. Donc, comment cela va se passer? Enfin, ça, on ne sait pas comment va se dérouler la suite des opérations. C'est ça vraiment la question que je me pose. C'est quel est le but après la mort de Khomeini? Car Khomeini est mort, mais le régime est toujours survivant. Il y a en cours, notamment maintenant je fais un point sur la situation en cours, il y a des frappes actuelles menées par Israël et les États-Unis sur Téhéran et sur les quartiers généraux des gardiens de la révolution, de l'armée iranienne. Et donc, mais ce qui est central, c'est quel est le but maintenant de l'opération? Est-ce que ça sera une invasion terrestre des Américains? Car le régime, pour le renverser, il faut vraiment quand même... il ne va pas se laisser faire. Là, il va y avoir un remplaçant de Khomeini. Donc, le régime n'est pas mort. Et vu ce qui est arrivé sur les Iraniens, je ne pense pas que leur souhait de ne pas avoir la bombe nucléaire va changer. Car ils vont se rappeler de la Corée du Nord qui n'est pas autant embêtée que l'Iran. Donc, le souhait d'avoir l'arme nucléaire pour les Iraniens va se maintenir. Donc là, ce que je vois bien se tourner, c'est une tentative des États-Unis et d'Israël de changer totalement de régime. Donc de mettre en place par exemple le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, donc qui pourrait prendre la suite. Il a été très médiatisé, promu par les médias occidentaux, il a fait la une du Point. Bon. Là, c'est la question, c'est le point d'interrogation, c'est comment faire tomber le régime. Leur but est un changement de régime, mais comment le faire tomber car il est en train de se restructurer, comme on l'a vu. Et donc, pour le faire tomber, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit cibler l'appareil d'État iranien, donc tous les pasdaran, les gardiens de la révolution, l'armée, tuer tous les chefs, mais il y aura toujours un chef qui va venir. Donc ça, c'est compliqué. Mener une intervention terrestre, là, vraiment, c'est assez compliqué de comprendre la logique derrière cette opération de tuer Khomeini. Donc, le leader tombe, mais le gouvernement se restructure. Donc, c'est la question, c'est comment on va faire Trump et Netanyahou pour justement imposer leurs intérêts et changer de régime. Donc, on a Reza Pahlavi, peut-être qui peut être une solution, ils vont essayer de l'imposer, ils ont encouragé les gens à se révolter, mais c'est justement cette logique-là qui va amener la guerre civile. Donc c'est assez compliqué de se projeter. Donc c'était d'une part ce dont je voulais parler. Ensuite c'est la vengeance iranienne qui est en cours et là qui est véritablement lancée. En effet, il y a eu d'après des sources OSINT, donc de nombreuses attaques, comme là au Qatar, donc des attaques impressionnantes avec sûrement des défenses Arrow qui contre les missiles iraniens. Ensuite, on a eu des attaques apparemment à l'ambassade américaine au Liban, qui est la plus grande du Moyen-Orient, par des milices chiites libanaises. Ensuite, on a eu un missile sur Tel Aviv. Donc,
La réponse iranienne est immense. Donc, d'après cette source OSINT, justement, il y a eu environ 200 soldats américains tués. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Et cette escalade est immense sur tous les pays de la région, sur Israël, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Émirat arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc cette réponse est massive et elle va continuer. Et elle va continuer notamment avec les proxys iraniens qui commencent à se réveiller. Le Yémen, les Houthis au Yémen ont déclaré la guerre à Israël. Le Hezbollah s'organise. Notamment à cause de la mort de Khamenei. Ils avaient dit que si Khamenei était menacé, ils interviendraient. Donc, pour le moment, aucune roquette n'a été lancée de la part de ces groupes, mais ils sont en train de se réveiller, les cellules sont en train de se réveiller. Donc, ça fait peser une grosse menace sur Israël. Voilà pour la réponse de l'Iran qui est massive. Ensuite, il y a une question, c'est est-ce que l'Iran va avoir assez de moyens en termes de stock de missiles pour répondre. Quand ils n'en auront plus, qu'est-ce qu'ils feront également? Ça va être compliqué pour eux quand ils n'en auront plus, car l'armée de l'air iranienne et la marine iranienne est très faible. Donc ça, c'est un problème pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la question. Ensuite, on a également les acteurs internationaux qui est intéressant de discuter. C'est sur l'Arabie Saoudite, qui mène les monarchies du Golfe et qui s'insurge contre justement l'Iran. C'est ce qui est normal, car ils ont été attaqués sur leur sol. Également, on voit apparaître l'Arabie Saoudite comme une puissance régionale et qui cherche justement à devenir une des premières puissances régionales. Et donc l'Iran la menace, car c'est un pays plus peuplé. L'Iran est un pays plus peuplé que l'Arabie Saoudite. Donc on comprend que l'affaiblissement de l'Iran est profitable à l'Arabie Saoudite, qui joue un jeu d'influence. C'était ça que je voulais dire sur les pays du Golfe, qui abritent justement également de nombreuses bases américaines. Ce qui est à réfléchir également, c'est la réaction de la Russie et de la Chine. On a vu que la Russie et la Chine ont été timides à réagir. Il y a eu des réactions. Certes, il y a eu quelques réactions, notamment russes, par Medvedev qui a condamné totalement cette agression, par Xi Jinping aussi qui a condamné cette agression des États-Unis et d'Israël. Mais il n'y a pas de moyens fournis, il n'y a pas de pont aérien, pas de matériel pour le moment. Et comment on peut comprendre ça? Pour la Russie, je sortirai l'argument de la protection de ses intérêts russophones en Israël. En effet, Israël a plus de 2 millions de russophones. Et donc, Poutine cherche justement à protéger son aire russophone et il ne va pas s'opposer à Israël. C'est justement ce qui a marqué dans ce post. C'était une déclaration de Poutine. Bon, je ne veux pas vous la mettre, mais j'ai vérifié en écoutant l'audio et il dit bien ce qui est retranscrit ici. Donc Israël est aujourd'hui presque un pays russophone avec à peu près 2 millions de personnes provenant de l'Union soviétique et de la Russie. Donc on peut comprendre que la Russie ne veut pas se mettre à dos un allié stratégique de sa population. Donc c'est tout à fait compréhensible de la Russie. De plus, la Russie est engagée en guerre en Ukraine, donc ils ne vont pas non plus se dépouiller pour l'Iran. Alors que l'Iran avait fourni missiles, drones, donc c'est un peu asymétrique. Pour la Chine c'est intéressant car apparemment, d'après cette source OSINT également, c'est la Chine qui aurait de base, c'est la Chine qui aurait fourni toute l'architecture des bases américaines dans la région. Donc ça c'est intéressant à le savoir, hein, c'est ce qui est marqué là. Et donc la Chine a participé et participe donc à une guerre à distance avec les États-Unis. Comme je l'ai dit, c'est le futur conflit majeur qui nous attend après la guerre en Ukraine, après ce tumulte en Iran. On va voir que les tensions vont se déporter en Chine. Mais la Chine a vraiment participe quand même activement au conflit. Activement, je m'entends, il participe activement à l'appui et aux Iraniens.
avec justement cette fourniture des bases américaines dans la région, la fourniture de matériel, comme on l'avait vu hier avec le poste, je vous le remets, voilà. Donc, la Chine participe donc à l'assistance aux Iraniens. Mais les Chinois restent en retrait, car les Chinois, on sait que c'est quand même un pays qui privilégie l'économie, non pas le conflit. Les Chinois, je ne pense pas qu'ils vont intervenir. Donc, on se retrouve donc avec un Iran, oui, qui est seul. Ça, c'est une réalité. Ensuite, je voulais revenir sur l'opération menée par les États-Unis et Israël, et menée donc, comme on l'avait compris hier, par Israël. C'est eux qui ont engagé l'opération. Et on peut voir qu'elle a été préparée vraiment extrêmement efficacement, car il y a eu beaucoup de cibles frappées, comme Khomeini, le ministre de la Défense iranien, de nombreuses cibles haut placées. Donc, pour frapper des cibles à ce niveau-là, il faut réellement avoir préparé son opération. En effet, si on retrouve des détails de la mort de Khomeini, donc je les retrouve tout de suite. Khomeini s'était réfugié dans un bunker, d'après les Kurdes. Donc c'est à prendre avec des pincettes quand même, mais il s'était réfugié dans son bunker à 60 mètres de profondeur. Et il a été atteint par une trentaine de bombes totalisant 150 tonnes de TNT. Donc Khomeini, pour l'atteindre, il fallait quand même connaître sa routine, où il allait aller. Fallait cartographier cela. Donc le Mossad a été très fort dans sa préparation, car c'est eux qui ont quand même visé, qui ont attaqué les cibles iraniennes. C'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont été en appui. Ils ont été là pour lancer des tomahawks, pour justement affaiblir les défenses aériennes iraniennes. Donc le rôle principal est Israël. Et donc on voit que Israël c'est extrêmement bien organisé. Et donc ça, c'est une félicitation au Mossad pour son travail. Et c'était à signaler. Donc pour conclure, ce conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis nous tire de nombreux enseignements, notamment sur les réactions de Trump qui sont extrêmement dangereuses, notamment dans la perspective très conflictuelle dans le monde et notamment avec la Chine. De plus, maintenant, ce qu'on va vraiment regarder, c'est le but de l'opération et comment ça se tourne les choses. Comment le régime iranien va-t-il se relever de la mort de Khomeini? Va-t-il vite se rétablir avec, comme ce qu'on a vu, le Conseil de transition qui est actif? Ou l'Iran va-t-elle sombrer dans la guerre civile? Quel est l'objectif maintenant de l'opération américaine et israélienne? Donc on a bien vu que c'était changer le régime, mais comment vont-ils faire si le régime se rétablit? Est-ce qu'une opération terrestre va être nécessaire pour justement totalement accomplir ce changement de régime? Donc ça, c'est les questions à se poser. On a également la Russie et la Chine qui ont eu un rôle très mineur et assez décevant dans le partenariat, je pense, pour les Iraniens. Et également, il y a la question de la profondeur stratégique iranienne, donc les missiles, jusqu'à quand vont-ils pouvoir tenir ce rythme stratégique de riposte. Et enfin, voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur le conflit en ce moment. Je vous tiendrai au courant des nouveaux développements de ce conflit tout au long de la semaine prochaine. Donc je vous invite à vous abonner pour retrouver mes analyses géopolitiques qui j'espère vous éclairent. Et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu. Ça soutient la chaîne et je vous remercie du visionnage.